Bonjour, je suis Aïcha Hamdouchi, une éternelle apprentie de la vie. Mon intention est de partager avec vous mon propre chemin de développement personnel pour vous inspirer, vous éclairer et permettre à chacun de retrouver sa vérité intérieure. Comme vous, j'ai traversé des épreuves, des échecs, des remises en question. J'avais soif de clarté, de repères. Puis j'ai compris que la véritable force naît de l'acceptation de notre vulnérabilité et que toutes les réponses se trouvent déjà en nous. C'est alors que ma quête de sens a commencé. Sur ma route, j'ai rencontré des guides, des voix, des éclats d'humanité, mes éclaireurs. Ils n'ont pas tracé mon chemin à ma place, mais ils ont rallumé une étincelle, éveillé une force intérieure qui m'a permis de poser un pas après l'autre. J'ai découvert que la qualité de nos vies dépend des questions qu'on se pose et des relations qu'on cultive. Chaque rencontre peut devenir une clé, chaque lien un repère, chaque échange une prise de conscience. Et un jour, vient le moment où l'on devient soi-même éclaireur pour quelqu'un d'autre. C'est un cercle, une transmission, une humanité retrouvée. C'est dans cet esprit qu'est né Les Éclaireurs, un podcast profondément humain et authentique où chacun peut se reconnaître et se reconnecter. Dans la philosophie japonaise, il existe la figure du senpai, celui qui a fait quelques pas avant vous et marche à vos côtés pour partager son expérience. C'est avec cette intention que je me tiens ici, ni savante, ni experte, mais compagne de route. Nous avançons ensemble et nous grandissons ensemble. Dans certains épisodes, j'accueillerai des voix inspirantes, des femmes et des hommes qui ont traversé des tempêtes, surmonté des défis, trouvé leur lumière. Ces conversations sont là pour nous éclairer, nous rappeler qu'il est toujours possible de se relever, de se réinventer, de se reconstruire. Et puis, il y aura aussi des épisodes plus intimes, en solo, des moments où je partagerai avec vous mes réflexions, mes apprentissages, les lectures et les formations qui m'ont guidée sur mon propre chemin de vie. Ce podcast s'adresse à celles et ceux qui cherchent des repères, un souffle d'espoir, ou simplement la confirmation que leur chemin est unique et précieux. Mais surtout, j'aimerais que Les Éclaireurs soit un espace vivant et participatif, un lieu où vos retours, vos questions et vos suggestions enrichissent notre voyage. Ensemble, nous avancerons pas à pas, portés par les histoires, les mots et les voix qui éclairent le monde. Bienvenue dans Les Éclaireurs, un espace de lien et de transmission où chaque voix nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine et que nous avons tous la capacité d'être la lumière sur le chemin de quelqu'un d'autre. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode déjà des Éclaireurs. Et avant de vous présenter mon invité, je tenais vraiment à vous remercier pour vos magnifiques retours, vos feedbacks, ça me nourrit, ça me vraiment comble de bonheur et d'humilité parce que plus les retours sont positifs et accueillants, plus on se dit on a intérêt à être à la hauteur de la mission. Donc merci encore pour toutes vos interactions et c'est ce qui me porte et me fait continuer. N'hésitez pas à vous abonner, à partager auprès d'autres personnes que vous pourrez éclairer de cette lumière qu'on essaie de transmettre dans ce podcast. Alors, que vous dire à propos de mon invité aujourd'hui, à part qu'il est aussi très spécial, un de mes éclaireurs et une personne chère à mon cœur. Je l'ai croisé à un moment déterminant de ma vie où je me formais pour le coaching et il faisait partie de ma cohorte. J'ai découvert un homme extraordinaire, plein de sagesse, plein d'humilité et il a été un de mes vraiment mentors dans cette formation alors qu'il était aussi dans ma cohorte, un père, mais j'en ai appris beaucoup. Et je vais vous présenter ce grand homme avec les mots du cœur, pas avec un CV classique, mais en vous disant un petit peu tout ce qui le caractérise. Alors, il y a des êtres qui traversent les institutions sans jamais se laisser absorber par elles. Des hommes dont le parcours impressionne, mais dont la lumière vient d'ailleurs. Et le docteur Fodé Ndiaye fait partie de cela. Pendant plus de 40 ans, il a œuvré au service du développement de l'Afrique, avec une rigueur de bâtisseur, un cœur de visionnaire. Il est ingénieur agroéconomiste de formation,
diplômé de la Harvard Kennedy School et docteur de l'université Erasmus. Il a d'abord ancré ses racines dans la terre, celle des projets agricoles, avant de s'élever dans les sphères financières et internationales. 12 années dans le secteur bancaire, notamment comme secrétaire général, puis 25 années au sein des Nations Unies, où il a occupé des postes de direction majeurs. À travers ses rôles, il a accompagné des pays, des gouvernements, des communautés entières dans leur trajectoire de paix, de résilience et de développement. Il a contribué à la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement, puis des grands agendas 2030 et 2063 de l'ONU et de l'Union africaine. Mais derrière ce CV impressionnant, il y a un homme profondément habité par sa mission. Foden Ndiaye n'a jamais perdu de vue l'essentiel, l'humain. Celui qu'on ne mesure pas en chiffres, mais en regard, en rencontre, en transformation intérieure. C'est cette conviction que le vrai développement commence par la conscience qui l'a conduit, au moment de la retraite, à se réinventer encore, à retourner sur les bancs de l'école, cette fois pour se former au coaching, parce qu'un vrai leader est d'abord et toujours un apprenant. Aujourd'hui, il met toute son expérience, sa sagesse et son amour de l'Afrique au service d'un nouveau projet, le Centre d'excellence pour le leadership et le management pour le développement de l'Afrique. Un Think and Act qu'il a fondé pour promouvoir un leadership africain endogène, éthique, inclusif et transformationnel. Le CELMAD, c'est bien plus qu'une institution. C'est une invitation à repenser nos modèles, à reconnecter le leadership africain à ses racines culturelles et spirituelles et à bâtir un futur par et pour les Africains. Humble, bienveillant, profondément humain, le docteur Foden Ndiaye incarne l'esprit même des éclaireurs, celui qui marche devant, non pas pour briller, mais pour ouvrir la voie, celui qui croit que le changement durable ne se décrète pas, il se cultive, se partage et se transmet. Cher Fodé, bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui et de nous apporter cette lumière qui te caractérise. J'espère que j'ai été un peu fidèle à ce parcours et à ce grand homme que tu es, en tout cas à mes yeux. Merci Aïcha, c'est toujours un plaisir de partager avec toi. Et je pense que la lumière dont tu parles vient surtout de toi, ta générosité. Rien qu'à écouter la présentation, je me demandais de qui Aïcha parlait. Tu es tellement bien dit, tellement généreux dans la présentation, dans la considération, dans le respect. Et je dois dire aussi que tu m'as marqué dans la corde. C'est pour ça d'ailleurs nous avons gardé des relations très étroites et nous nous mettons au courant de nos projets respectifs pour prendre des conseils, des recommandations. C'est moi qui te remercie beaucoup parce que tu pourrais avoir 10 000 éclaireuses, 10 000 éclaireurs et tu m'as fait l'honneur de t'inviter à ton podcast qui est déjà, je dois dire, en lui-même une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Merci à nouveau et heureux de partager ces moments avec toi. J'espère aussi avec tes auditeurs et auditrices et j'espère qu'ils trouveront cela utile en tant qu'entretien et dialogue. Merci Aïcha. J'espère, en tout cas, je suis sûre que c'est notre intention à tous les deux et quand on pose une belle intention, l'univers conspire à ce qu'elle arrive à bon port. Alors si tu veux bien, on va commencer à plonger dans ce parcours richissime qui est le tien et au-delà de ce CV que j'essayais de présenter à ma manière, si tu devais toi te résumer, mais pas à travers un CV classique, mais en nous parlant de ton parcours à travers tes valeurs. Qu'est-ce qui te définirait et qu'est-ce qui te fait driver au quotidien? D'abord, chez nous, il y a un proverbe qui dit que le savon ne se lave pas tout seul. Donc, il est toujours difficile de se présenter, mais souvent, je vois cette question à travers les yeux, les oreilles, la bouche des collègues, des amis, de la famille. Et peut-être je peux essayer à ma manière de traduire les quelques mots qu'ils disent de moi. Pour moi, le maître mot de tout ce que nous faisons, c'est le respect. Parce que sans respect, rien ne peut se faire. D'abord, le respect commence par soi-même. Et si on se respecte, on agit avec éthique, on agit avec honnêteté, on agit avec intégrité, on agit avec le sens
et le propos pour pouvoir transformer ou contribuer à transformer l'autre. Le respect aussi, c'est que chaque être humain est le même. Il n'a pas à être au bas de l'échelle, en haut de l'échelle, au milieu de l'échelle. Il est d'abord être humain et à sa manière construit ou participe à construire l'humanité. Le respect maintenant vous permet aussi d'entrer en relation avec l'autre. Parce que c'est en respectant l'autre qu'on respecte sa différence, qu'on respecte son utilité, qu'on respecte la qualité des relations qu'on entretient avec cette personne et qu'on développe une tolérance mutuelle, qu'on développe une empathie, une compassion et une bienveillance. Et c'est ça qui construit les relations durables. Ensuite, je pense que un des éléments importants, c'est la solidarité et l'altruisme. L'altruisme, c'est par rapport à soi-même, mais cette solidarité de dire que nous appartenons au même monde, que nous construisons ensemble, vous ne pouvez le dire que si vous agissez avec votre propre conscience et dans le but de contribuer ensemble à bâtir l'universalité. Donc, dans toute ma carrière, j'ai été bercé par cette ambiance de vouloir toujours agir selon ces principes et ces valeurs d'intégrité, d'éthique, d'honnêteté, de solidarité, d'altruisme et surtout de générosité dans le partage. Pas seulement des actifs, mais surtout des idées, de ce que nous pouvons faire ensemble. Qu'est-ce que l'autre peut apporter? Comment on peut y contribuer? Et en se transformant soi-même avec ses valeurs, on contribue à la transformation de l'autre. Magnifique présentation et tu nous as vraiment parlé de valeurs et de principes qui sont au cœur de tes actions et je pense au cœur des actions de tous les grands leaders. Alors Fodé, après plus de 40 ans au service du développement africain au sein des Nations Unies, quelle est ta plus grande leçon d'humanité? C'est une excellente question et une question difficile, mais moi, je dois dire que je suis toujours porté vers l'humain. Donc, la question que je voudrais mettre sur la table, c'est une histoire qui m'est arrivée au Rwanda, où j'ai pris ma retraite. J'étais parti avec toute l'équipe des Nations Unies pour appuyer un centre qui aidait à l'appareillage des personnes vivant avec des handicaps. Et on avait apporté des ordinateurs de dernière génération et avec des stylets, les tableaux et tous ces éléments de dernière génération. Et ce qui a été intéressant, il y a une fille qui malheureusement était née sans bras et qui a pris le stylet et qui a écrit avec le stylet avec ses orteils. Cette fille s'appelait Christelle. Elle m'a demandé mon nom. Elle a écrit Fodé, qui avec la magie de la technologie s'est projeté sur le tableau. Pourquoi cet exemple m'a marqué? Parce que c'est l'essence du développement. Un pays, une nation et l'univers ne se mesurent qu'à la place qu'on fait aux exclus ou aux personnes vivant des handicaps, aux personnes vulnérables. Cette personne nous a appris parce qu'elle l'a fait avec le sourire. Elle nous a appris la résilience, écrire avec ses orteils. Elle nous a appris que la 4e révolution industrielle, c'est pour tout le monde. La technologie, c'est pour tout le monde. Elle a utilisé ça pour faire mon nom avec mes tableaux. Ça nous a appris l'importance de l'éducation. Parce que cet apport que nous avions, c'était l'éducation en tant que telle. Elle nous a appris l'inclusion, elle nous a appris l'essence du développement, la transformation que nous avons pu avoir sur cette vie qui, pour moi, reflète la transformation que nous pouvons avoir sur l'humanité tout entière. Les religions le disent, mais dans le sens inverse en disant, si on tue un être humain, c'est comme si on tuait toute l'humanité. Donc, si on donne l'opportunité, l'engagement, l'éducation, l'aspect de se développer, de se sentir membre et à part entière de la communauté, je pense que c'est toute l'humanité qu'on aide. Et le dernier point,
qui était intéressant dans cette rencontre, c'est que les Nations Unies sont venues ensemble. Souvent, on leur reproche de venir chacun avec son drapeau. Mais en août, nous avions fait, et je dois être honnête, c'était moi-même, parce que j'avais vu un exemple de mon beau-frère qui avait utilisé l'imprimante 3D pour aider de manière altruiste des personnes vivant avec des handicaps. Et donc, j'ai émis l'idée en disant peut-être que, comme disait mon beau-frère, on peut utiliser cela pour pouvoir... Et début, qu'est-ce qui s'est passé? Une des agences a acheté l'imprimante 3D qui est fonctionnelle pour cette agence. Et je viens d'écrire au père Kizito, qui nous avait accueillis, puisque c'était les pères. Je lui ai dit que j'allais parler vraiment de ton exemple aujourd'hui. Merci, Aïcha. Oh, c'est extraordinaire, Fodé. Merci pour cet exemple qui résume à lui seul tout ce dont l'humanité est capable. Et quand on aide une personne, comme tu as dit, on aide l'humanité tout entière. Et cette fois-ci, c'est cette personne que vous avez aidée qui finalement vous a peut-être donné un message encore plus fort que ce que vous avez apporté, parce que quand on donne, on reçoit forcément. C'est extraordinaire. C'est le message que j'ai reçu d'elle. Faites plus, faites mieux, mettez l'humanité devant vos actions. Alors, dans les moments de complexité, et Dieu sait que quand on accomplit des missions à cette échelle-là, on peut croiser le meilleur, mais parfois on peut aussi croiser le pire et que ça peut challenger notre foi. Qu'est-ce qui te redonne ou qui te permet de garder la foi et la clarté intérieure dans des moments de challenge tout au long de ta vie? Les défis, il y en a eu beaucoup et je ne vais pas les lister comme tu as dit, mais je dois dire que ce qui, moi, m'aide dans cette situation complexe, c'est que j'ai une devise, c'est de toujours agir selon ma conscience. On peut se séparer de tout, mais jamais de sa conscience. On peut se séparer de sa femme, de ses enfants, de son mari, de ses amis, des collègues, circonstances, mais jamais de sa conscience. Et la conscience, quand elle devient ta boussole, tu peux faire des erreurs. J'ai même l'habitude de dire, si je suis quelque part, en face de moi, il y a des milliards de personnes. Je sais même qu'ils ont raison, mais c'est là où je suis qui fait ma tranquillité de conscience. Je reste là où je suis. Et la tranquillité de conscience te permet de voir que vous ne pouvez pas tout faire. Faites ce que vous pouvez faire. Les situations sont complexes. Par exemple, quand j'étais au Niger, on a eu une période où la malnutrition, le djihadisme, les attaques meurtrières, les femmes, les viols, tous ces éléments, si on les met bout à bout, ça peut ébranler l'être humain. Et si ta conscience te dit, nous allons nous en sortir, l'humanité ne peut être que meilleure si nous nous mettons ensemble. Si ta conscience te dit, c'est complexe, mais agis selon ce que tu peux faire maintenant. Souvent, les gens portent le monde sur leurs épaules et c'est ça qui amène cette difficulté. Moi, ma conscience me donne la sérénité. Elle me donne le calme nécessaire pour, au-delà des événements, voir leur connexion. Au-delà des connexions, voir les êtres humains avec lesquels on peut composer, on peut développer, on peut s'entraider, la solidarité. Et la complexité aussi, c'est là où peut-être ton terme est très bien choisi, d'éclaireur. C'est-à-dire, c'est de voir derrière. J'avais aimé une phrase dans un film français où on demandait à un peintre qui avait toujours un parlement là, un chapeau. On lui demandait, mais quel est ton métier? Il dit, je peins les choses derrière les choses. J'ai trouvé cette phrase très importante. Il faut voir les choses derrière les choses. Il faut voir les êtres derrière les êtres. Essayer d'aller plus loin. Et la seule boussole qui puisse te permettre cela, à mon humble avis, c'est la conscience. Donc, qu'est-ce que je faisais de manière concrète? Dans toute situation complexe, moi, je l'ai divisé en éléments. Et de voir l'élément sur lequel mon action pourrait contribuer à desserrer les autres éléments, pour les rendre plus compréhensibles, pour les rendre plus articulés et proposer des solutions qui soient innovantes, mais qui aient des incidents sur le fonctionnement du système. Et le tout
s'appuie sur la confiance. Avec la confiance, tout devient possible. Quand on dit aux gens, j'y crois, allons-y ensemble, et que tu sois le premier en tant qu'éclaireur à percevoir. Les situations complexes demain deviennent des situations qu'on peut gérer. Excellente question. Je pense que ce qui éclaire un parcours de vie, ce n'est pas la longueur de la vie. C'est le sens de la vie. Ce n'est pas sa durée sur Terre, mais ce qu'on a réussi à faire sur Terre. Quels sont les changements auxquels on a contribué? Quels sont les bienfaits auxquels on a contribué? Quelles sont les personnes qui nous ont éclairés et que nous avons éclairés en retour? Et quels sont les sentiers qui nous ont éclairés et que nous avons éclairés en retour? Et pour moi, le parcours de vie, c'est tout cela. C'est-à-dire le processus par lequel, par l'empathie, par la compassion, par la bienveillance, par la générosité, par l'action, on a contribué à développer des personnes, hommes et femmes, qui elles-mêmes ont développé leur communauté, qui elles-mêmes ont développé l'humanité tout entière. Donc pour moi, ce parcours de vie débute toujours par la confiance en soi, par le sens, qu'est-ce qu'on donne à la vie. J'ai écouté plusieurs fois une étude qui avait été faite, qui s'appelle les Blue Zones. Et dans cette étude, on a dit que certaines zones, la moyenne d'âge des centenaires était plus élevée que la globale. Tout à fait. Il y a eu des variantes pour les facteurs qui ont contribué. Mais un seul facteur a été constant, Gaïa, de votre vie. Exactement. Donc, ce qui éclaire une vie, c'est d'abord de partir. C'est ça, ta mission. On le souhaite tous parce qu'on ait une longue vie. Mais qu'est-ce que tu voudrais que sur ton épitaphe qu'on mette? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens se souviennent quand nous quittons sur Terre? On ne va jamais dire que c'était un patron du CAC 40. Et bon, il était utile à la communauté, à la famille. C'était un homme franc, c'était un homme bienveillant, c'était un homme généreux. On revient aux valeurs dont nous avons parlé. Si on s'appuie sur ces valeurs, son parcours de vie, il est éclairé. Et si on se dote d'une mission de vie avec la conscience qu'il faut, appuyée par les valeurs de l'humanité. C'est tout à fait ça, la mission de vie. Et je voudrais maintenant qu'on discute justement d'une autre mission de vie, et celle-ci, c'est à l'échelle de tout un continent, et qu'on parle d'un sujet qui nous tient à cœur tous les deux et aussi à tous les Africains, c'est le fameux rêve africain. Alors si nous, Africains, décidions de marcher ensemble vers un rêve commun, quel rêve choisirais-tu, cher Fodé? Pour moi, le rêve, et tous les jours quand je me réveille, je souhaite que ce rêve se réalise. Moi, je voudrais voir une Afrique pacifique, unie, prospère pour chacun et chacune. Une Afrique qui donne des opportunités aux jeunes qui constituent la majorité de notre continent, aux femmes, et qui croient en elles-mêmes, parce que nous avons tout ce qu'il faut pour nous développer pour tous, pour créer une vie de rêve pour chacun et chacune d'entre nous. Nous avons les ressources qu'il faut, dans 30% des ressources minérales, nous avons la jeunesse, nous avons tout ce qu'il faut. Mais il y a des facteurs qui manquent, peut-être que nous allons en parler, mais ce que je voudrais avoir comme rêve, chaque Africain se réveille, dit je suis fier d'être Africain. Et fier d'être Africain, ça veut dire d'être africaine. Ça veut dire, aujourd'hui, je vis en paix,
je réalise mes opportunités, je vais à l'école, je mange à ma faim, je du travail, une grande solidarité avec ma communauté, je suis utile à ma communauté, je suis citoyen africain. Contribuer à chaque seconde de ma vie à développer une Afrique meilleure. Nous avons bien sûr des rapports, l'agenda 2063 et d'autres rapports. Mais ce qui est important, c'est ce que nous avons, nous, en nous-mêmes, en tant qu'Africains. Cette dignité dans l'aspect pacifique de notre continent. Je suis toujours, tu sais, Aïcha, je regarde plus de fois les Ougandais. Parce que ça me montre de l'Afrique que les guerres. L'autre jour, je regardais Al-Fasher. Des milliers de morts. Et des fois, je me dis, j'ai envie de convoquer les leaders, de dire, mais est-ce que vous regardez ces images? Pour une parcelle de pouvoir, ces dames, ces jeunes qui courent à longueur de journaux, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire, qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas d'emploi. Le rêve est ici et maintenant. Il faut que les Africains prennent ça à bras le corps. Nous avons ce qu'il faut. Et pour moi, le rêve, c'est une Afrique unie du nord vers le sud, de l'ouest à l'est, avec ces jeunes, ces femmes, ces ressources, ces enfants, et toute la population. Utilisons nos ressources pour nous positionner dans la 4e révolution industrielle, développer toutes les opportunités pour nos populations. Et ça, l'éducation, l'instruction, le leadership, le management, certainement, ils prennent toute leur part. Et ça, c'est mon rêve. Le rêve qui croit en elle-même et qui sait qu'il peut jouer un rôle mondial pour construire une humanité excellente, je ne dirais pas bonne, mais excellente, tout le monde, pour chacun et chacune. Justement, pour que ce beau rêve, je pense que nous partageons tous, devienne réalité. Et si je devais comparer l'Afrique à un jeune, et Dieu sait qu'on en a des jeunes sur ce beau continent, quelle transformation l'Afrique, nous-mêmes, à titre individuel, doit donc accomplir pour passer du potentiel à la puissance. Et quand je dis puissance, je parle d'une puissance d'un point de vue très spirituel, énergétique, et pas forcément d'une puissance qu'économique, je parle d'une puissance au sens large. Je pense que le premier élément, c'est d'abord de comprendre les jeunes. À mon avis, nous tous, nous ne comprenons pas très bien nos sociétés. Et a fortiori les individus qui comprennent nos sociétés. Investissons davantage pour comprendre les jeunes, leur angoisse, leur impatience, leurs rêves. Et ça, c'est le premier point pour moi. Interagissons avec les jeunes pour transmettre l'aspect de transmission intergénérationnelle. Ce que nous avons reçu de nos aînés et qui nous ont permis d'être là où nous sommes, nous devons faire plus et mieux pour ceux qui sont plus jeunes, pour qu'ils soient à un niveau beaucoup plus élevé. Tout parent rêve que son enfant devienne plus et mieux que ce qu'il ou elle n'a été. Et ça, pour le faire, soyons des mentors, soyons des coachs, soyons des éclaireurs pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Mais aussi, développons leur confiance. Parce que souvent, les jeunes, ils en veulent, mais l'impatience les amène à ne pas mettre les choses à leur place, ou à critiquer sans comprendre, ou à agir sans réfléchir. Et ça peut être contre-productif. Nous qui avons eu beaucoup de bleus, beaucoup d'épines, qui avons traversé des écus, des zones difficiles, on peut leur dire, soyez impatients, mais de manière réaliste. Les deux ne sont pas contradictoires. L'impatient réaliste prend en compte les contraintes du contexte, mais tout en disant que mon cœur me dit qu'il faut que j'aille 10 000 fois plus vite dans ce que je dois faire. L'éducation pour aussi
Et je suis émerveillé quand je vois les jeunes Africains. Dans toutes les grandes universités, que ça soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, c'est les meilleurs. L'autre jour, une jeune fille nigériane qui était la meilleure mathématicienne des États-Unis. Et donc, les jeunes, si on leur donne l'occasion, l'opportunité, moi, comme je vois mon rôle, c'est à ce niveau. Le coaching, la compréhension, l'empathie, la transmission intergénérationnelle et la générosité dans le but de les écouter et les aider à réaliser leurs rêves en mettant un accent particulier sur leur créativité. Et nous apportent beaucoup les jeunes en matière de créativité. Le monde actuel, c'est leur monde. Moi, je dois apprendre à manipuler quasiment les Gen Z ou toutes les générations. C'est eux qui feront le monde, qui font déjà le monde. On l'a vu dans beaucoup de pays. Quand les vieux ont baissé les bras, je ne voudrais pas citer de pays pour être politiquement correct. Ce sont les jeunes qui ont dit non, trop c'est trop, arrêtons ça et changeons de cas. Donc moi, mon rôle, il est très simple, c'est de partager ce que j'ai vécu, de contribuer à l'éducation, d'ouvrir des opportunités, mais surtout l'écoute. Les jeunes ont besoin d'être écoutés, pas seulement d'être entendus, mais d'être écoutés, d'être compris et de leur donner toute la place qu'ils méritent pour contribuer. Je termine sur ce point. Quand j'étais au Niger, j'étais dans la zone de migration à Agadez, au nord. Par hasard, j'ai réuni tous les jeunes qui étaient là-bas. Par hasard, il y a un jeune qui était de la même région que moi. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, le jour où je pourrai réaliser mes rêves au Sénégal, je ne bougerai pas. Le Sénégal sera le meilleur endroit pour moi. Et donc, cette partie, on écrivait un rapport sur la prospective. J'ai demandé que le titre soit « Aidons les jeunes du Sahel à réaliser leurs rêves dans le Sahel ». C'est un très beau message. Et justement, ça m'amène à cette une de la transition idéale vers ma question suivante. Comment chaque Africain, à son échelle, dans sa famille, son entreprise, sa communauté, peut-il devenir un éclaireur sans attendre les grands leaders politiques ou institutionnels? Comment cette diaspora peut servir son pays? Comment faire que nos jeunes soient motivés pour rester dans leur pays et faire des choses qui nourrissent déjà leur pays? Parce que forcément, en nourrissant notre pays, on va nourrir le monde entier. Et on a cet avantage de connaître notre culture, d'être dans une communauté, dans cette solidarité-là. Je pense que la première chose que je vois que chaque Africain doit faire, c'est d'abord se respecter et avoir confiance en soi-même. Parce que nous allons chercher chez l'autre ce que l'autre souvent vient chercher chez nous. Il vient chercher chez nous cette solidarité qu'ils ont perdue. Ils viennent chercher chez nous cette chaleur qu'ils ont perdue. Ils viennent chercher chez nous cette empathie qu'ils ont perdue. Viennent chercher chez nous cette bienveillance et cette compassion. Donc, je pense que chaque Africain doit d'abord être digne d'être Africain, être fier d'être Africain et de dire que tous les atouts sont entre nos mains et de se lever chaque matin. Comment moi je peux contribuer à ma petite échelle à faire le pas qui change le continent. Et ce pas, c'est pas de faire des choses grandioses. C'est par exemple être citoyen. Balayer devant sa maison, c'est déjà un changement. Ça permet de ne pas avoir les microbes, de ne pas avoir les maladies. Je donne souvent cet exemple de deux balayeurs qui étaient à la NASA. L'un, on lui a demandé quel est ton métier. Il dit, je balaye, j'enlève les poussières. L'autre, on lui demande, il dit, j'envoie des fusées sur la Lune. Il ne faut pas sous-estimer la petite chose qu'on fait le matin. C'est aider l'enfant, par exemple, à étudier. C'est aider l'enfant à avoir des valeurs, à comprendre sa culture. Et les jeunes jouent un rôle important dans ça. Parce que c'est eux, la musique, la créativité, la culture, y compris les boubous. Nous, avant, on s'habillait en costume, cravate. Les jeunes ont repris leur culture, on s'habille
en boubou africain, à Djallaba, j'ai une vraie, très belle Djallaba avec ça. Donc, leur créativité, c'est important. Chaque Africain doit dire qu'est-ce que je fais pour le continent chaque matin. C'est être citoyen. Ne plus demander qu'est-ce que l'État peut faire en tendant la main, mais qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'Africain. Ça peut aussi être des choses aussi simples que payer ses impôts, amener une malade à l'hôpital, veiller à ce que les services fonctionnent, faire de l'éducation civique. Tout ce qui est l'aspect d'éducation civique et de service civique public, c'est important pour nous. C'est aussi discuter pour créer la paix, parce que souvent, c'est les hommes qui font la guerre, c'est dans leur esprit qu'on doit faire naître la paix. Échanger entre nous. Les communautés ne se parlent plus. Dans les communautés, les personnes ne se parlent plus. Et moi, j'ai une image forte que ma mère m'a donnée pour cette chaîne de solidarité. C'est quand elle dit ceci, que tout ce que tu as, partage-le avec tes amis et le monde. Tout ce que le monde a, laisse-le avec le monde, sauf ta dignité. Parce que la dignité, on l'a qu'une seule fois. Donc l'Africain qui est digne ne va pas tendre l'âme. Il va plutôt faire, comme Embel l'a dit dans un de ses films, pointer l'index et montrer le chemin. Et là, le rôle de l'éclaireur, c'est de comprendre la situation, de se projeter, de voir plus loin et de montrer que c'est possible. Parce qu'on a les atouts pour que ça soit possible de transformer ce continent. Mais on va aller chercher ailleurs. Je ne voudrais pas parler d'économie, mais l'autre jour, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, écoutez, on a 160 milliards de fonds souverains. Puis combien de ce montant est investi en Afrique? Moins de 10%. Oui, ça doit être dérisoire. Oui, donc si nous-mêmes on ne se fait pas confiance, comment on peut appeler les autres pour nous aider à construire notre maison? Notre maison doit être solide, de piliers, des valeurs. Voir comme rôle le citoyen du monde, on est d'abord citoyen africain. Chez nous, on dit mbé qui un temps. On commence à cultiver au niveau de ses orteils. On ne commence pas à cultiver. Oui. Voilà, si chaque matin, chaque Africain se réveille en disant comment j'ai contribué à transformer la vie d'une personne, d'une Africaine, qui contribue à transformer la vie de la communauté, qui contribue à transformer la vie de la nation, qui contribue à transformer la vie de la région, la vie du continent, je pense qu'on y arrivera. Mais ça, on ne peut le faire en nous appuyant sur notre histoire, notre culture, mais avec une projection du XXIe siècle et en y croyant fermement, mais basant notre action une réflexion, y compris une réflexion prospective pour mieux positionner le continent. Merci pour cette leçon de sagesse et je suis sûre que nos auditeurs en tireront beaucoup. Alors à présent, je voudrais qu'on parle de ton phare, celui qui éclaire le chemin des autres, le CELMAD. Alors c'est un centre que tu as fondé pour développer un leadership pour l'Afrique, éthique, inclusif et ancré dans nos cultures et notre histoire. Est-ce que tu peux nous raconter sa genèse? La genèse, pour faire court, cela vient d'une frustration et d'un constat. Frustration, quand j'ai fait Kennedy School, comme tu l'as dit, on avait des cours de leadership. Et l'Afrique était rarement à la table. Mandela, Desmond Tutu, Ubuntu. Et je me suis dit, mais nous sommes riches de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, de l'Ouest à l'Est. Et même l'histoire du monde démarre ici en Afrique. Le premier homme, c'est en Afrique. Pourquoi notre richesse n'est pas valorisée au niveau de ces temples du savoir? Le deuxième point, je regardais les chiffres de l'Afrique. Nous avons 65% des terres arables. Nous avons 30% de l'ensemble des minéraux, y compris les minéraux sans lesquels la transition énergétique n'aurait pas lieu. La RDC a 65% des minéraux. Depuis peu, ils sont quasiment en guerre. Même hier encore, il y avait signature d'un accord. Ils ont 65% du cobalt.
mondial exploité. Et même la Chine, les pays européens, mais également les États-Unis veulent y aller. Deuxième point, on a toutes les richesses. Mais pourquoi ça ne marque pas? On développe des politiques publiques, on construit le monde de 2063, mais on n'exécute pas. Et donc, moi, j'ai dit que les deux facteurs que j'ai vus, qui, à mon humble avis, manquaient dans tout cela, c'est une approche combinée de leadership et de management, contextualisé, novateur, inclusif, éthique, pour contribuer à transformer l'Afrique par et pour ses fils et filles. C'est ça la genèse. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai appelé certains collègues. J'ai dit, vous avez réussi partout. Vous avez transformé des pays, des entités, des institutions. Mais pourquoi vous ne venez pas pour qu'ensemble nous puissions transformer notre continent? Certains étaient des représentants résidents des Nations Unies, coordonnateurs résidents, d'autres étaient ministres, premiers ministres, d'autres sont professeurs d'université, d'autres sont des jeunes qui sont dans le digital marketing, dans l'économie, le droit. Et c'est pour ça qu'on a créé Telma. On s'est dit que notre rôle, c'est de créer une matrice de leaders efficaces et efficients pour que nous puissions traduire le potentiel de notre continent en réalité par et pour toutes et toutes. En quoi le modèle Think and Act du CELMAT permet-il de passer de la réflexion à l'action concrète? C'est ce que tu disais maintenant dans ton intervention, qu'on a besoin d'agir. Le savoir, on l'a, la théorie, on l'a, mais passer à l'action concrètement. Le modèle, d'abord le titre. Et je dois dire qu'on avait fait déjà des émules quand j'ai déjà dit Think and Act. Il y a le professeur Harib, une très chère amie marocaine. Il m'a dit, quand j'ai parlé de ça lors d'une conférence à laquelle elle assistait, elle m'a dit, Fodé, je change immédiatement mon nom. Ça devient Think and Act Africa Transition. Pourquoi Think and Act? Parce que l'Afrique n'a jamais manqué de leaders réellement. Dans les années 60, nous avions de grands leaders, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Afrique de l'Ouest et du Sud. Mais ce que je n'ai pas vu souvent qui a été fait, c'est que les leaders avaient une très bonne vision. Ils étaient charismatiques, ils étaient ancrés dans leur culture et leur histoire, mais ils n'avaient pas mis en place du capital humain, des institutions, des systèmes, des écosystèmes qui pouvaient contribuer à traduire cette vision en réalité et qui pouvaient créer des résultats pour leur peuple. C'est pour ça que souvent ça se mal terminé avec ces leaders, soit par des coups d'État, soit par des divisions, etc. Donc notre modèle, il est différent. Nous avons brièvement 4 piliers qu'on utilise qui nous permettent de réussir, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire leadership et management combiné. Premièrement, c'est l'aspect de la recherche. Nous nous disons que vous ne pouvez pas transformer quelque chose si vous ne la comprenez pas. Donc, nous faisons une recherche sur le leadership africain continental. Le leadership africain, les produits que nous allons avoir ont été actés dans la moulinette de l'appréciation extractant. Tu peux voir que ça devient des produits de connaissance. Ces produits de connaissance sont utiles pour renforcer les capacités des personnes, des communautés, des politiciens, des membres du secteur public, dans le cadre du secteur privé, dans le cadre de la co-création. Et ça va permettre de faire en sorte qu'on ait des politiques publiques, non seulement de l'élaboration à la redevabilité, bien élaborée, bien continuée, surtout bien exécutée, et avec la redevabilité qu'il faut. Et ça, le quatrième, c'est toute la plateforme de partage d'expérience. C'est toute la plateforme qui permet qu'on puisse faire le benchmarking en développant un indice qui permette réellement d'apprécier ce que nous faisons. Et cette plateforme aussi permet de faire les rapports les plus pour comprendre leur trajectoire.
pourquoi ce modèle, à notre humble avis, il peut être développé cette humilité. On est nouveau. Même si on est avec des gens expérimentés, on est né en 2024. Mais pourquoi nous pensons que ça marche? C'est parce que nous articulons la pensée avec l'action. Ce n'est pas de faire ou de connexion. Il y a des gens qui réfléchissent et d'autres qui exécutent. Nous tous ensemble, nous faisons une co-création et nous tous ensemble, nous agissons sur quelque chose qu'on essaie de comprendre par l'analyse et par la recherche. Et c'est ça, pour cette articulation, il nous semble l'alchimie nécessaire pour mettre en mouvement les hommes et les femmes et nous utilisons toute la panoplie de co-création, de recherche-action, mais surtout de leadership, de coaching, de mentorship. Nous avons dans notre groupe des gens qui sont coach ICF, International Coaching Federation, qui font du coaching. Nous utilisons toutes ces panoplies et surtout nous utilisons aussi ce que nous appelons l'arbre à parables, c'est-à-dire comme l'ancien temps, échanger avec les vieux qui peuvent transmettre, qui n'ont pas écrit, mais qui peuvent transmettre leur sagesse, leur savoir, et tout cela pourra l'objet de produits scientifiques utilisés pour transformer le monde. Alors, qui sont un patrimoine immatériel. Alors, justement, tu es en train de me parler de ces principaux leviers de transformation que vous avez sur le terrain, dont le mentorat, le coaching. Qu'est-ce que tu observes d'autre à l'échelle de ton centre qu'on peut transposer à l'échelle individuelle? Quels sont les leviers de transformation? D'abord, les leviers de transformation. Les jeunes, ils apprennent l'humilité. Quand ils voient des gens qui ont toute cette carrière, mais qui viennent s'asseoir avec eux, qui viennent écouter, qui viennent comprendre, qui viennent prendre même leurs idées pour aller de l'avant, je pense que ça, c'est un levier important. Le deuxième levier que je vois qui est aussi un levier extrêmement important, c'est que les jeunes connaissent mieux les États-Unis et l'Europe parce qu'ils sont connectés par TikTok, WhatsApp, mais connaissent très peu ou souvent ne connaissent pas beaucoup de leur langue, de leur culture, de leur histoire, qui puisse les rendre plus fiers d'être africains et de contribuer au développement de leur continent. Ensuite, un autre levier qui me semble extrêmement important, c'est le levier de partage. Nous avons une vision continentale. Nous prendrons de ce que Aïcha fera dans le cadre des éclaireurs pour éclairer les membres de notre centre. Nous prendrons ce que tel ou tel pays a développé dans ce cadre, puisque l'Afrique, c'est ce qui nous bloque aussi, c'est la barrière des langues. C'est écrit en arabe, donc je ne dis pas que j'y ai pas accès. C'est écrit en Hausa, je n'y ai pas accès. Il faut qu'on crée cette dynamique, cette osmose. Les jeunes apprennent cette osmose. Une osmose générationnelle. Universel en quelque sorte, oui. Un langage universel qui, indépendamment des dialectes et tout ça, puisse nous connecter et nous aider à rassembler toutes ces richesses au service de tout le continent et pas que chacun fasse sa petite part à huis clos, mais plutôt qu'on contribue ensemble et chacun apporte cette pièce du puzzle pour qu'on puisse voir cette image globale qui sera à la hauteur de la richesse de tous ces peuples du continent africain. Et je l'ai pris de toi. Le langage universel, c'est le langage du cœur. Quand les gens parlent avec le cœur, qu'on voit que ce qu'ils disent, c'est pas pour eux-mêmes, mais pour le continent. C'est pour le voisin, c'est pour le membre de famille, c'est pour la personne vivant avec handicap. C'est pour l'humanité. Je pense que c'est un langage qui est compris. Chez nous, on dit la figure n'est pas une prison, mais quand tu emprisonnes quelqu'un, il le sent. Si tu parles avec quelqu'un, il a le sourire, la passion. C'est ce que nous transmettons au centre. La passion. Et on dit toujours, et même le leadership dont on parlait, quelqu'un a défini le leadership, c'est bénisse, en disant que quand tu amènes quelqu'un à faire plus, à faire mieux, mais surtout à devenir mieux. Mais dans ce processus de devenir mieux, nous-mêmes, à notre âge, nous devenons mieux parce que nous apprenons des jeunes comment nous pouvons aussi contribuer à l'échelle individuelle à transformer. Donc, c'est une chaîne. Je pense que le point que je vois que cette chaîne, et ce que les jeunes apprennent aussi au centre,
C'est ce que ma mère m'a dit. Elle n'a pas été à l'école, paix à son âme. Mais elle nous a appris une chose. Elle a dit que si vous êtes leader, considérez-vous comme l'étoile polaire. Mais l'étoile polaire, il y a plusieurs autres étoiles derrière. Si vous brillez aux dépens des autres étoiles, leur seul vœu va être que tu cesses de briller, qu'elle puisse prendre ta place. Mais si les autres étoiles se rendent que plus tu brilles, plus elles brillent même davantage, leur vœu va être que tu continues de briller. Donc, essayons cette osmose entre les cultures, entre les êtres humains, entre les générations. Chacun peut être leader aujourd'hui, demain follower, chacun peut être follower aujourd'hui, demain leader. Mais l'essentiel, c'est que dans ce rôle d'éclaireur ou de guide, qu'on puisse avoir à l'image qu'il faut que les autres brillent autant, sinon plus que toi. C'est en ce sens que vous pouvez faire le chemin ensemble. C'est extraordinaire, et pour reprendre la métaphore de ta maman, paix à son âme, une étoile est vouée à mourir, elle ne brille jamais éternellement, et un vrai leader, il cherche toujours son remplaçant, parce qu'il sait qu'il est voué à disparaître, donc il cherche la relève, il cherche à former d'autres. Alors, qu'est-ce que tu voudrais voir émerger comme leader pour l'Afrique de demain? On voit le leadership à toutes les sauces aujourd'hui, c'est un peu galvaudé, chacun y met un peu ce qu'il veut, mais au-delà des mots, au-delà des définitions, qu'est-ce que tu voudrais qu'un leadership africain incarne? D'abord, pour moi, le leader, c'est celui qui a conscience de l'impact de ce qu'il fait sur les autres. Je m'explique. Si on est leader et en se disant, je fais ce leadership, mais j'ai pas l'empathie, j'ai pas la compassion, s'il y a que mon pouvoir d'être leader de ce pays qui m'intéresse, je pense que c'est un leader qui est voué à l'échec. L'éthique, pour moi, c'est la base du bon leadership. Et être éthique, c'est vraiment agir avec intégrité, avec honnêteté et avec le désir de contribuer à la transformation de l'autre en se transformant. Le leader, il doit être aussi ce qu'on a appelé le servant leader, c'est-à-dire qui est au service des autres, pas au service de soi-même. Et les gens le sentent, parce que c'est eux qui vous ont mis là. Vous ne pouvez pas être leader de vous-même. Vous pouvez être leader parce que les autres vous reconnaissent leader. Mais vous ne pouvez pas être leader de vous-même, des autres si vous n'êtes pas vous-même leader de vous-même, c'est-à-dire l'introspection. Tu vois, Mandela a écrit un très bon livre, ça s'appelle Conversation with Myself. Les 27 ans de prison, chaque jour, il écrivait 2, 3, 4 pages pour lui-même, pour l'introspection. Qu'est-ce que j'ai fait que je devrais faire mieux? Quelle est la chose à laquelle j'ai contribué, pour laquelle je pourrais contribuer mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la condition du peuple africain, etc. Donc, le leader, il doit être au service des autres, servir les autres. Le leader aussi, il doit aider les autres à se transformer. C'est-à-dire, voilà, mes valeurs que nous pensons appropriées sont des valeurs transmissibles. Nous tous, on n'est pas nés bons. On est né et on a été conducteur, on a été formaté. Le leader africain doit contribuer à trouver en chaque jeune le leader qu'il est actuellement. Pour continuer cette chaîne-là, comme un bâton dans un marathon, c'est-à-dire que courir comme un sprinter rapidement, parce que tout est urgence pour le leader, mais courir comme un marathonien qu'on bâtit sur le long terme. Le leader, il doit aussi être conscient qu'il a à mettre en place le capital humain qu'il faut, j'avais parlé, les discussions, les systèmes, les écosystèmes, mais surtout la confiance et la fierté en chaque individu. Tu vois, j'étais au Rwanda. J'ai dit à tout le monde que la réussite du président rwandais,
ça a été de faire confiance aux jeunes et aux femmes. C'est pas les institutions toutes seules au côté, il les a construites. Mais quand tu fais confiance à quelqu'un, il peut déplacer des montagnes. Les leaders doivent avoir confiance dans le peuple et être redevables à leur peuple. Et cette confiance, c'est l'éducation, c'est l'instruction, c'est le développement de la citoyenneté. C'est aussi être redevable et agir conséquemment. Et souvent, on voit des leaders, et le leadership africain, il ne faut pas que les gens s'appuient en disant il faut que ça soit diminué, parce que les gens disent comment s'appuie sur la culture, l'histoire. Non, nous avons eu de grands hommes et de grands leaders en Afrique, dans tous les grands royaumes et dans tous les républiques. Donc, il ne faut pas qu'on dise leadership en Afrique, ou un leadership qui soit diminué. C'est un leadership meilleur que les autres continents. Donc, mais c'est un leadership bienveillant, c'est un leadership visionnaire, c'est un leadership exécutant, c'est un leadership au service de sa population, c'est un leadership redevant, mais c'est un leadership aussi qui contribue à créer une capacité pour voir la durabilité, la résilience et la compréhension mutuelle pour positionner sa nation et faire en sorte que l'Afrique devienne l'étoile qu'elle doit être, vu la force, sa puissance, sa fierté, sa dignité, ses compétences et ses ressources humaines. Et si nous faisons cette transition démographique avec les leaderships qui portent, utilisant nos richesses, je pense que ce leader-là méritera d'être nous, pas au Panthéon, mais chez nous. On appelle ça les lieux des Komach, les lieux vraiment sacrés trouvés pour ce leader. Et c'est ce que je pense du leadership africain et c'est ce que je pense qu'un leader doit faire en Afrique. Mais surtout vraiment, ma mère disait que le leader doit avoir de l'ombre. L'ombre, c'est ma mère qui disait ça. Parce qu'on était sur le point d'écrire un livre sur le leadership. Malheureusement, dit autrement. Mais des enquêtes, ça veut dire qui protège, ça veut dire qui montre, qui guide, qui donne à manger, qui éduque, qui donne du travail, qui tu vois, l'ombre crée la quiétude. Et moi, j'avais, pour répondre à ce qu'elle disait, j'avais... Oui, on ne parle pas d'ombre au sens d'obscurité, mais l'ombre d'un baobab qui va permettre à l'Africain de se mettre... de se mettre à quand il pleut, quand il fait chaud, c'est l'ombre du baobab. Et je répondais à cette allusion de l'arbre. Et puis ça donne des fruits, ça donne le feuillage. Enraciné, c'est enraciné. Quand c'est enraciné, un arbre va loin. Et c'est toute une symbolique, surtout pour nous Africains. Exactement. Je comprends très bien cette métaphore. Exactement. Et je disais à l'époque que dans le monde actuel, on parle beaucoup de Banou, tu vois. On ne doit pas être banni, tu vois. Évidemment, fragilité, anxiété, non linéaire, incompréhensible. Moi, j'ai créé une métaphore qui est différente, qui s'appelle musique. J'y crois fort. Parce que tu aimes la musique, j'aime la... C'est mouvement. Et tout... Il y a un langage universel, encore une fois. Voilà. On est mouvement, c'est une langue universelle. On est en mouvement pour transformer, comprendre. On est en unité, parce que chaque être humain doit être ancré dans le chaînon de l'humanité. On est en solidarité, parce que c'est ça, cette solidarité qui crée cette interaction entre nous, hommes, femmes, d'une communauté à l'humanité toute entière. On est en inclusion. L'inclusion, c'était mon exemple avec Christelle, avec son handicap. Et ça, c'est... Si tout ça, ça marche, on a la quiétude, cette quiétude qui est nécessaire pour la réflexion, pour l'action, pour éclairer cette lumière dont tu parles dans ton podcast. Et aussi, on est en universalité, parce que si on crée tous ces éléments de quiétude, d'articulation, de création de l'humanité, on crée l'universel. Et l'universalité ne peut s'appuyer que sur l'équité. Et c'est ça, pour moi, il faut qu'on passe du banni à musique, langage universel, compris et qui permet que notre monde
toi vraiment sur ces gens. Tu sais, quand l'être humain a été sur la planète, j'ai vu un documentaire dernièrement, ça m'a beaucoup marqué. Ils ont dit que nous n'étions pas les plus forts, les plus trucs, mais il y a 3 choses qui nous ont aidés. L'innovation, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est important pour les jeunes. L'innovation, on a la plus petite innovation, créer une pierre pour casser des noix, parce que comme ça on peut manger les noix de bâton et ultérieurement le feu. Ensuite, la coopération, parce que les plus jeunes, les plus forts étaient les protégés. Quand il y avait un danger, on s'entourait, on regardait, et puis on permettait ainsi de se développer. Cette coopération était et surtout comprendre le contexte, parce que la plupart du temps, le contexte déterminait comment on pouvait évoluer, comment on pouvait faire. Donc c'est l'innovation, la coopération qui nous a permis réellement de survivre, et je pense que la solidarité a joué aussi un rôle majeur. Merci. Avec toi, on traverse l'histoire, on traverse les millénaires, on remonte à l'histoire de la création de la planète et on pourrait encore discuter des heures et des heures. Un leader est vraiment aussi agile, et comme cette discussion avec toi, on a encore 2 thématiques très intéressantes que je ne voudrais pas passer. Je te propose qu'on clôture pour cet épisode-ci et qu'on laisse nos auditeurs déjà assimiler toutes ces pépites et transformer leur plan en or, la formule de l'alchimiste, et qu'on se retrouve dans un 2e épisode pour explorer cette fois-ci Fodé, l'homme intérieur aux multiples talents, l'écrivain, le lecteur, et je vois cette magnifique bibliothèque derrière toi, et aussi qu'on finisse avec les questions signatures des éclaireurs et toutes les pépites encore que tu vas donner à notre communauté pour qu'ils puissent initier leur propre transformation intérieure. Donc, je te remercie pour cette première partie et on se retrouve pour une 2e partie pour continuer cette exploration. Merci pour toute ta sagesse, toute ta lumière. Et je te laisse dire un petit mot de la petite fin avant de faire la grande fin dans le 2e épisode. Merci Aïcha, c'est moi qui dois te remercier. Et tu savais à quoi t'en tenir quand tu donnes le micro à Fodé. On a déjà eu beaucoup d'expérience. Mais je voudrais vraiment te remercier tes auditeurs et auditrices. J'espère que ça a été utile. Je suis aussi disponible à recevoir leur feedback pour m'améliorer, parce qu'on est des éternels apprenants. Et toute lumière passe par des rencontres, que ça soit des rencontres écrites, partagées. Et je te souhaite plein succès dans tous tes podcasts. Je souhaite plein succès aussi à ta grande émission, Les Éclaireurs. Espérons que demain, ça devienne vraiment l'émission mondiale, positionnant déjà l'Afrique dans la gouvernance mondiale et dans l'humanité à construire. Merci. Merci infiniment, cher Fodé. On se retrouve tout de suite pour le 2e épisode. Quant à vous, chers auditeurs, je vous dis à la prochaine fois pour continuer cet échange lumineux avec le Dr Fodé Ndiaye. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier épisode avec lui et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode des éclaireurs. J'espère que cette conversation a rallumé en vous une étincelle d'espoir, de paix ou simplement l'envie d'avancer un peu plus en conscience. Si cet épisode vous a inspiré, prolongez le cercle de transmission. Abonnez-vous, partagez-le avec vos proches, laissez un commentaire et une note sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Vos retours, vos questions, vos suggestions nourrissent cette aventure collective. On se retrouve chaque samedi pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre sur le chemin de notre voyage intérieur. En attendant, avancez à votre rythme avec gratitude, confiance et amour. Et souvenez-vous, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine et nous avons chacun la capacité d'être la lumière sur le chemin de quelqu'un d'autre.